les grands producteurs de pétrole, tout comme les grands producteurs de nourriture, tout comme les grands distributeurs, ce sont des structures oligopolistiques. C'est-à-dire que vous avez grosso modo une dizaine à chaque fois d'acteurs, pas plus. Il faut vraiment bien comprendre que Total, quand il met son prix plafond à un peu plus de 2 euros, il va perdre peut-être 3 millions par jour d'euros, mais vraiment grand maximum sur la distribution d'essence. Mais sur la production de pétrole et l'exploration de pétrole, il gagne quasiment 50-60 millions d'euros par jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Porcher. Aujourd'hui, je remplace ma collègue Lisa Lapp qui est souffrante mais qui reviendra très vite, pas d'inquiétude, on lui souhaite un bon rétablissement. Vous le savez, on entend tout et son contraire sur l'économie avec une idéologie ultra-libérale claire dans les médias mainstream et nous, chaque semaine, aux médias, on vous propose de déconstruire tout ça avec Thomas Porcher. C'est l'une des nombreuses raisons pour laquelle le média est de nouveau candidat pour obtenir un canal TNT Île-de-France pour proposer un véritable contre-discours à l'agenda réactionnaire sur vos télévisions. Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Bonjour Thomas, comment tu vas ? Salut Amine, ça va et toi ? Thomas, on est dans une période où plusieurs indicateurs économiques ont été publiés ces derniers jours, notamment les chiffres de la croissance par exemple qui sont tombés, qui est de 0% pour ce trimestre. Est-ce que c'est une surprise ? Pas tant que ça, en fait, parce que la croissance était prévue à 0,9 points, 1 point maximum. On savait déjà que le budget qui avait été voté allait impacter cette croissance-là, pour 0,2 points, donc ça a rebaissé la croissance. Puis vous avez eu la crise au Moyen-Orient qui a très fortement augmenté les prix du pétrole. Et là, vous avez un certain nombre d'études qui vous montrent que quand les prix augmentent, il y a un impact négatif sur la croissance. Les prix ont pris 60%. Si ça se maintient tout au long de l'année, à la fin, on aura 0,4 points de croissance en moins, ce qui fait qu'il ne restera pas grand-chose. Donc on est autour de 0. Donc c'était assez prévisible. L'inflation repart. D'ailleurs, la BCE veut augmenter les taux. Est-ce que c'est une bonne décision ? C'est ça qu'il faut faire contre l'inflation ? Déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que si on n'a pas de croissance et qu'on a une inflation qui repart, on appelle ça la stagflation en économie. C'est une situation extrêmement inquiétante. Qu'est-ce que ça veut dire clairement ? Ça veut dire que vous avez une croissance zéro et de l'inflation qui repart. Donc vous n'avez pas de croissance, vous avez les prix qui augmentent. Et quand il n'y a pas de croissance, vous n'arrivez pas, par exemple, à absorber les emplois, les gens qui arrivent sur le marché de l'emploi, les étudiants qui sont diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi. Vous n'arrivez pas à les absorber. Donc, vous avez le taux de chômage qui augmente. On a eu, au moment de la crise de la zone euro, en 2012-2013, des taux de croissance extrêmement faibles. On a vu le chômage qui a augmenté très, très fortement. Donc, si vous avez le chômage qui augmente, vous avez des gens plus pauvres. Si en plus les prix augmentent, ils sont encore plus pauvres. Donc, c'est une situation qui est très peu désirable, notamment pour les plus précaires. Alors, l'inflation augmente. Elle augmente un peu. On est dans l'épaisseur du trait. Il n'y a rien de grave. Mais ce qui est inquiétant, c'est que la BCE veut augmenter les taux pour baisser l'inflation. C'est ce qu'elle a fait la dernière fois. Quand vous augmentez les taux, vous freinez l'activité, naturellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter de l'immobilier, il va avoir un taux, un prêt, un emprunt avec un taux plus élevé, donc il va rembourser plus, donc il ne va pas vouloir acheter pour le moment. Les entreprises qui ont besoin d'emprunter, vous créez votre entreprise, vous faites un emprunt pour acheter des machines, et le coût de l'emprunt est plus élevé, donc vous retardez ça. Donc ça a un impact très négatif sur l'économie. La dernière fois, plutôt que d'indexer les salaires sur les prix, et donc d'augmenter les salaires pour que les gens puissent consommer, on a augmenté les taux pour freiner l'économie. C'est ce qui s'est passé et effectivement, ça a eu un impact très positif sur l'inflation, mais ça a freiné l'économie. Là, on se dirige vers le même type de situation. Alors même que l'on sait que l'augmentation des salaires sur les prix n'aura pas un effet de ce qu'on appelle la spirale prix, la boucle prix-salaire qui nous amène à l'hyperinflation. Parce que la dernière fois, c'est ce qu'on nous a dit. Il faut vraiment l'avoir en tête. La dernière fois, les gens ont dit on n'augmente pas les salaires, parce que si on augmente les salaires, les prix augmentent, les salaires augmentent. Et on arrive à l'hyperinflation qu'a connue l'Argentine. C'est à peu près ça qu'on nous a dit. Et là, on se rend compte que des pays ont indexé les salaires au prix. C'est le cas de Malte, c'est le cas de Luxembourg, c'est le cas de la Belgique. Et qu'il n'y a pas eu d'hyperinflation. Ils ont juste protégé le pouvoir d'achat. Comme nous avons chez nous le SMIC qui est indexé. Et le SMIC a protégé son pouvoir d'achat, les smicards. Mais au-dessus, ça a été la catastrophe. Donc là, cette fois-ci, je pense qu'il ne faut pas s'interdire sur le fait d'indexer à un moment une partie des salaires, ou moins la totalité des salaires, pour protéger le pouvoir d'achat des gens face à une inflation qui arriverait. Et ce serait bon, peut-être même meilleur pour la croissance, parce que les gens continueraient à consommer. C'est ce que j'allais te demander, c'est la même logique historique finalement, où le paramètre de la consommation populaire ou de l'activité est écarté de la question économique. La dernière fois, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit on va écarter ça, on va faire finalement subir l'ajustement aux gens. Et les gens l'ont très bien subi. C'est-à-dire qu'ils sont passés chez les supermarchés les moins chers. On a vu les produits premier prix qui ont eu un succès énorme, qui ont effacé les produits de marque, et les ajustements des gens. Ils sont moins partis en vacances, ils ont beaucoup plus compté, etc.
Et quand ils se sont ajustés, donc ils ont pris le coup de l'inflation. Et de l'autre côté, les distributeurs et les producteurs, les grands groupes, Leclerc, etc., et les producteurs de produits, eux, ont fait des bénéfices records. Donc on voit très bien que l'inflation est un rapport de force. Il y en a qui en ont profité, les prix ont augmenté, ils ont répercuté les prix et ça a très bien fonctionné, tout en payant les gens finalement moins cher par rapport au prix, par rapport à la valeur du produit qu'ils créaient, puisqu'il y avait de l'inflation, mais ils n'augmentaient pas les salaires. Et de l'autre, vous avez les gens qui ont subi l'ajustement. Est-ce qu'on est prêt à refaire ce type de scénario aujourd'hui? Est-ce que les gens accepteraient encore qu'il y ait des super profits chez les distributeurs et qu'eux subissent un ajustement supplémentaire sur l'ancien ajustement? Parce que, rappelons-le, les prix dans les supermarchés, sur l'alimentation, l'inflation cumulée, c'est plus de 20% sur les prix. Ils ne sont jamais redescendus. Ça a monté, ça s'est stabilisé en haut, mais ça n'est jamais redescendu. Donc si vous rajoutez une autre inflation à ça, est-ce que les gens pourront le supporter? J'en suis pas sûr. On va avoir un certain nombre de gens qui vont basculer dans une pauvreté beaucoup plus forte. L'intensité de la pauvreté va augmenter et ça va être problématique. Et depuis la semaine dernière, le chiffre dont le gouvernement se félicite, c'est le chômage qui diminuerait. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais surtout, est-ce que c'est une réalité? Si vous avez une croissance à zéro et le taux de chômage qui diminue, c'est très problématique. Ça veut dire qu'il y a une forme de maquillage des chiffres du chômage, très clairement. Qu'est-ce que l'on constate sous le deuxième quinquennat Macron très fortement? C'est que vous avez une réforme de l'assurance chômage qui est passée. Cette réforme de l'assurance chômage a permis de rendre plus difficile l'accès au statut de chômeur ou de radier plus facilement, avec plus de contrôle, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez facilement sortir des gens de la statistique du chômage et faire baisser artificiellement votre statistique du chômage, tout en ayant autour de cette statistique des gens qui sont très pauvres et qui n'ont pas forcément d'emploi. Et ça, on le constate bien. C'est-à-dire que la catégorie A, ceux qui recherchent un emploi et qui n'ont pas d'activité, elle a effectivement baissé. Mais les autres catégories, c'est-à-dire ceux qui recherchent un emploi, qui ont une petite activité, qui aimeraient bien avoir une activité plus stable, à plein temps, etc., ont fortement augmenté. C'est-à-dire les emplois précaires ont augmenté. Le halo du chômage, tous ceux qui sont en dehors de l'activité, des chômeurs, a augmenté également. Donc, ce qui veut dire que la catégorie A a baissé, mais les autres catégories de précarité ont augmenté par un jeu de vases communicants. Donc, la statistique du chômage est une statistique qui a baissé artificiellement. C'est-à-dire, on n'a pas baissé le chômage en créant de l'emploi. On a baissé le chômage en rendant le statut de chômeur beaucoup plus difficile à obtenir. Et le gouvernement, c'était son objectif depuis 2017 avec Macron, c'était de favoriser l'emploi des jeunes, et notamment dans le cadre des alternances, des parcours professionnels, etc. Est-ce que ça a marché pour le coup, parce que c'est de ça dont ils se vantent? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'emplois chez les jeunes? Non, en plus, surtout quand on a une activité qui diminue comme on la connaît, souvent c'est l'emploi jeune qui prend un coup et l'emploi des seniors qui en prend un autre. Voilà, parce que ce sont les entrants sur le marché qui ne sont pas formés. On n'a plus envie de les recruter parce qu'il y a un risque qu'on prend qui est un peu trop cher. Et puis, encore une fois, la croissance faible ne permet pas de les intégrer. Et sur les seniors, ils coûtent plus cher. Et on se dit, voilà, est-ce qu'ils ont une production? Donc, on s'en sépare. Donc, on se resserre sur la partie, en fait, qui a la plus forte productivité, qui est la partie de ceux qui sont déjà formés et qui ne sont pas encore vieux. Donc, je ne pense pas qu'à la fin de ce quinquennat, on aura quelque chose de très avantageux sur le chômage des jeunes. Et je ne pense pas même qu'on aura un très beau chiffre du chômage. Alors, il sera peut-être légèrement en dessous de celui que Macron avait trouvé quand il a pris le pouvoir en 2017, mais au prix, comme on l'a dit, d'une baisse artificielle. Et il remonte là. Ces dernières années, il remonte très fortement. Donc la promesse du plein emploi n'aboutira pas? Non, elle n'aboutira pas. Non, elle n'aboutira pas. Elle n'aboutira pas, même si il l'avait dit en 2017, il l'avait redit en 2022. Elle n'aboutira pas. En fait, Macron a vécu un effet de rattrapage après 2017, c'est-à-dire que pendant la crise de la zone euro, il y a eu une très forte augmentation du chômage en France. Il y a eu 1,5 million de chômeurs en plus. Il y a eu 3 millions de chômeurs en plus en Espagne, 1,6 million de chômeurs en Italie. Tous les pays ont vécu une très forte hausse du chômage. Et puis, à partir de 2017, tous les pays ont retrouvé un peu leur activité d'avant-crise. Et là, ont retrouvé les emplois qu'ils avaient détruits. L'Italie l'a retrouvé. Et même l'Espagne a plus créé d'emplois que Macron. C'est-à-dire que la zone euro a créé plus d'emplois que ce qu'a fait Macron. Malgré que l'Espagne a pris des mesures sociales assez fortes, tout à fait. Qui n'ont pas été un frein à l'emploi. Voilà. Donc ça a été un effet de rattrapage sous le premier quinquennat de Macron, qui a été plus fort avec des mesures sociales et un plan de relance basé sur la demande et pas sur l'offre, comme chez nous, après le Covid, qui ont plus profité à l'emploi dans ces pays-là.
Et ensuite, il y a eu cette réforme qui a visé à baisser artificiellement, en radiant le plus possible les gens qui étaient au chômage. On a parlé de la crise euro, on va parler de la crise actuelle, la crise internationale. Le diesel est à un niveau très élevé. Est-ce qu'on doit bloquer les prix, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon récemment? Et comment on pourrait faire concrètement pour baisser le prix de l'énergie et tourner la crise du blocage du détroit d'Ormuz? Le problème avec cette histoire de blocage des prix, c'est que c'est devenu maintenant un objet politique et qu'à partir du moment où vous défendez, moi je l'ai toujours défendu, c'est-à-dire que j'ai même défendu en 2012 quand il y avait des hausses des prix, j'ai toujours défendu le blocage des prix. D'ailleurs, qui avait été une mesure même prise par François Hollande pour vous dire comme elle n'a rien de radical finalement. En fait, il faut le sortir du débat idéologique et penser juste ce qui serait le mieux pour le consommateur. Pourquoi le blocage des prix est quelque chose d'avantageux? Déjà, c'est pas quelque chose de complètement fou. C'est prévu par le Code du commerce, dans des mesures, dans des cas exceptionnels. Ça a été appliqué pour le gel hydroalcoolique, ça a été appliqué pour les masques pendant le Covid, ça a été appliqué pendant la première guerre du Golfe. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Après, il faut le mettre en place de manière assez technique, c'est-à-dire que bloquer pour bloquer, il peut y avoir des problèmes vraiment de pénurie. Si vous bloquez les prix comme ça, eh ben, y a des gens qui ont un prix bloqué, ils peuvent faire avec, les gros, Total, parce qu'ils gagnent plein d'argent. Et puis vous en avez d'autres qui vont pas retrouver leur marge, comme les indépendants, et qui vont faire faillite. Donc avant de bloquer les prix, il faut réunir tous les acteurs. Les acteurs, vous avez l'acteur principal, c'est Total, qui a quand même quasiment 30% des stations-service. Vous avez les grandes et moyennes surfaces, Leclerc, qui ont quasiment la moitié des stations-service, toutes marques confondues, et qui font quasiment 60% des volumes, mais qui ont beaucoup d'argent. Et vous avez les petits, les indépendants, le petit pompiste, que l'on ne retrouve pas partout, mais qu'on retrouvait avant à Paris intramuros, et qu'on pouvait retrouver parfois dans quelques villes de campagne, et qui ont une utilité, très clairement. Mais qui sont une très très faible partie, finalement, de l'ensemble des stations. On doit être à 10% à peine. C'est très petit. Donc il faut réunir ces acteurs-là et faire en sorte de trouver un prix que Total puisse assumer. Il pourra l'assumer facilement, il fait des super profits. Que les grandes et moyennes surfaces puissent assumer, ils pourront le faire facilement. Et après, quitte à mettre un peu la main à la pâte, aider les petits indépendants pour qu'ils puissent survivre. Parce que le risque, ça serait que les petits... Eh ben voilà, ils soient très fâchés. Ils ont déjà été... Quand Total bloque ses prix, parce que Total met un prix plafond, ils sont déjà très fâchés. Donc il faudrait que les petits puissent survivre, donc leur assurer une marge. Soit ils prennent en partie un peu de leur marge et l'État les aide un peu, mais c'est une vraiment petite partie, donc ça coûterait pas très cher à aider. Et là, vous fixez un prix que vous pouvez réajuster tous les mois, si vous voulez, ou tous les 2 mois. Mais au moins, c'est un prix fixe, égal partout, ce qui crée une visibilité, une lisibilité simple pour le conducteur, ce qui l'empêche d'aller courir partout pour avoir... Voilà. Et ce qui permet de le protéger quand même des fluctuations très volatiles de ce prix. Donc oui, c'est possible à mettre en place. Il faut juste bien le faire. Et il faut le réajuster. Ça ne peut pas être une situation de long terme, mais ça peut être une situation qui dure plusieurs mois à partir du moment où on le réajuste. Comment ça marche concrètement, ce blocage des prix? Je sais que, par exemple, au Maghreb, on a des systèmes de subvention de certains produits, subvention d'État. Est-ce que c'est une sorte de fonctionnement où l'État va verser quelque chose aux entreprises pour qu'elles compensent la perte? En fait, on n'aurait même pas besoin de faire ça. Par exemple, pour Total, il faut vraiment bien comprendre que Total, quand il met son prix plafond à un peu plus de 2 €, où il a perdu un petit peu d'argent parfois, c'est-à-dire que le prix du marché était plus élevé que le prix plafond qu'il a fixé. Il va perdre, on va dire, 1, 2, peut-être 3 millions par jour d'euros, mais vraiment grand maximum sur la distribution d'essence. Donc 2-3 millions par jour, il perd. Mais sur la production de pétrole et l'exploration de pétrole, où vous avez un prix du pétrole qui a pris $50, il va gagner très clairement, là, il vend 1,3 million barils par jour, il gagne quasiment 50-60 millions d'euros par jour. Ça va. Donc voilà, donc il gagne d'un côté, il gagne des dizaines de millions d'euros par jour, et de l'autre, il perd quelques millions par jour. Donc au final, il est gagnant, d'où l'augmentation de ses bénéfices. Donc lui, on lui donne rien. On lui dit de bloquer sa marge, voilà. Ce qu'il fait déjà un peu plus ou moins naturellement, on renégocie avec lui en lui disant de la baisser un peu plus. Voilà, ça c'est la première chose. Les distributeurs, eux, ils ne produisent pas de pétrole. Donc ils ont une marge un peu plus faible. On voit dans quelle mesure ils peuvent baisser leur marge parce que l'essence est un produit d'appel et que les gens vont à Leclerc pour faire leur plein puis après faire les courses. Et après, là où on doit mettre la main à la pâte et subventionner un petit peu, c'est les indépendants. Mais les indépendants, c'est vraiment une très petite part du marché. Ça coûterait pas très cher de les protéger. Ils rognent en partie sur leur marge
on les subventionne plus ou moins, on run sur les... Enfin, on voit ce qu'on fait, on les subventionne un peu, on leur donne une aide, et voilà. Et là, on a un prix fixe égal dans les 3. Alors, tout serait plus simple si on avait une seule compagnie. Parce que pendant très longtemps, oui. Voilà. Voilà. Oui, si on Parce avait... que dans certains pays, ça existe encore, d'avoir une seule compagnie nationale qui gère le... Enfin, nationale ou pas d'ailleurs, mais d'avoir une seule compagnie, donc ça permettrait une négociation directe finalement. Exactement. Et là, en fait, c'est ce qu'on avait nous avant. Parce que notre système énergétique, on l'a construit avec des grands monopoles publics verticalement intégrés. EDF qui faisait l'électricité, GDF qui faisait le gaz, Elf à l'époque qui faisait le pétrole et les carburants. Et l'avantage que ça a, et d'ailleurs, y compris les libéraux se sont ralliés à ça, parce que Macron... il a complètement renationalisé EDF. Oui, alors qu'avant, il y avait tout un départ de concurrence avec d'autres compagnies dans Direct Énergie, si je ne dis... Oui, exactement. Là, il a tout renationalisé. Alors, il ne peut pas aller trop loin. Il y a encore les offres de marché possibles. Mais bon, EDF est quasi en monopole. Il a plus de 90% autour de 90% de parts de marché. Mais c'est pour ça que c'est assez idiot. Enfin, il faudrait qu'on rediscute un jour de cette libéralisation qui est assez idiote, parce que finalement, on oblige EDF à vendre à des concurrents son énergie à bas coût. Enfin, c'est tout un micmac pour créer, soi-disant, une condition de marché qui n'a quasiment aucune efficacité. Mais sur le cas revenons sur le cas de Total. Sur le cas de Total, si on avait, comme ça l'a été pendant très longtemps, un seul opérateur qui extrait et qui distribue en France. Si cet opérateur était en plus public, on pourrait faire plein de choses. L'État pourrait dire, écoutez, cette année, je ne touche pas mon dividende. Comme il l'a fait déjà pour EDF, je ne touche pas mon dividende et je ne le touche pas. Et donc, à la place de le toucher, je le retransforme en aide pour les ménages les plus fragiles. Première des choses. Il pourrait, s'il veut, le retaxer plus facilement. Bon, ce serait un jeu d'écriture, mais il pourrait le faire. Il pourrait fixer les prix plus facilement, parce qu'il y a un seul interlocuteur. Donc, il lui dit, tu fixes tel prix. Il pourrait même accepter de perdre de l'argent à la vente, qui compenserait avec les effets prix en exploration-production. Donc, il y aurait beaucoup de choses qui pourraient faire. Et là, le fait qu'il y ait de la concurrence, enfin, la concurrence entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas des nombreux, enfin, il y a quand même c'est plutôt un oligopole. Même, c'est plutôt un oligopole, mais il y a plusieurs types d'acteurs, ce qui rend la négociation un peu plus difficile et ce qui amène toujours au fait de dire « Ah ben, on va rien faire, on peut rien faire, on laisse faire. » C'est le marché. Voilà, c'est le marché. Alors que quand vous avez un interlocuteur, vous pouvez discuter facilement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les grands pays pétroliers, vous avez une compagnie publique verticalement intégrée et c'est réglé. Est-ce qu'on doit justement taxer les super profits de Total, là, dans le contexte, vu qu'on n'a pas le luxe d'avoir un seul opérateur, comme tu l'as dit, et des distributeurs? Moi, je pense que les grands groupes qui profitent de la crise, qu'on appelait les profiteurs de crise pendant l'inflation, et qui a eu lieu, parce que pendant l'inflation, Total, mais aussi les grands distributeurs et les grands producteurs, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le monde, les grands producteurs de pétrole, tout comme les grands producteurs de nourriture, tout comme les grands distributeurs, ce sont des structures oligopolistiques. C'est-à-dire que vous avez, grosso modo, une dizaine à chaque fois d'acteurs, pas plus. C'est pas la concurrence, c'est une dizaine d'acteurs. Et ces dizaines d'acteurs, elles ont engrangé énormément d'argent. Et la majorité de la population, là, on peut la compter en milliards dans le monde, a dû subir un ajustement. Parfois des ajustements très violents dans les pays très pauvres. Donc là, il faut se dire que, on est dans une situation assez similaire, où vous avez des prix qui vont augmenter parce qu'on est dans un commerce international, où vous avez un coût de transport partout, parce qu'il y a une grosse partie des plastiques qui viennent du Moyen-Orient. Il y a même une partie du diesel que nous consommons, qui est raffiné au Moyen-Orient, parce que nous avons voulu fermer nos raffineries pour des raisons de compétitivité, ce qui était encore assez idiot. Donc là, quand on regarde tout ça, on se dit, oui, il va falloir à un moment trouver une solution pour taxer les grands groupes. Alors les grands groupes vous disent, oui, mais on fait tout à l'étranger. Très bien, il faut être innovant fiscalement. Je veux dire, moi, il y a eu une fiscalité qui s'est arrêtée en 2011 en France, mais qui existait pendant quand même une trentaine d'années, qui s'appelait le bénéfice mondial consolidé. Le législateur avait inventé une fiscalité où les grands groupes pouvaient rapatrier leurs pertes de l'étranger et la déduire à ce qu'ils faisaient sur le territoire. Donc ça, c'était le bénéfice mondial consolidé, ça profitait à 5 entreprises françaises. Donc on permettait à une entreprise française de baisser ce qu'elle gagnait en France en rapatriant ses pertes à l'étranger. Et là, on ne pourrait pas inventer un système, une taxation un peu plus innovante qui permettrait de taxer ce qu'on appellerait un super profit. Alors, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus, Zuckman et d'autres, mais ce serait intéressant de voir ça aujourd'hui parce que ce n'est pas possible que des entreprises fassent de l'argent sur un événement que nous condamnons. Si vous condamnez l'invasion de la Russie en Ukraine, très bien, vous le condamnez, vous ne pouvez pas vous permettre que des entreprises françaises fassent de l'argent dessus. Vous condamnez la guerre, vous ne pouvez pas vous permettre que des entreprises françaises fassent de l'argent là-dessus. Et les Américains, à l'époque des chocs pétroliers,
avaient fait une surtaxe sur leurs entreprises pétrolières parce qu'ils disaient nous condamnons ce que fait l'OPEP dans les chocs pétroliers pour faire monter les prix, nous le condamnons. Et donc, nous empêchons nos grandes entreprises de faire des bénéfices, un surprofit là-dessus, un profit inattendu, ils avaient appelé ça. Donc, nous allons les taxer. Les Américains avaient fait ça dans les années 70, un pays libéral. Ce qui se tient comme argument, étant donné la cohérence entre la décision politique de condamnation et le profit engrangé. Mais tu as parlé de quelque chose dont je voulais revenir, cette interdépendance à des événements finalement qui sont loin de la France, qui sont assez éloignés géographiquement, que ce soit le blocage du détroit d'Ormuz ou la guerre en Ukraine ou la guerre au Moyen-Orient. Est-ce que ça peut encore continuer comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'empêcher d'être aussi dépendant de phénomènes qu'on ne contrôle pas? En fait, nous avons augmenté notre dépendance avec la mondialisation. Parce que la mondialisation suppose une forme de... Mais ça a été théorisé, ça a été expliqué, suppose le fait que nous allons produire dans des pays où le coût est le moins élevé. Qui dit coût moins élevé, dit normes sociales et environnementales moins élevées, et que nous pouvions nous produire ces biens-là pour les consommer chez nous. Alors, il y a des biens sur lesquels on avait très peu de possibilités de faire mieux. Par exemple, le pétrole. La France a produit du pétrole à un moment, mais elle ne pouvait pas produire les 1 million, 1,5 million de barils dont elle a besoin par jour. Là, elle ne pouvait pas. Je veux dire, même des pays producteurs comme le Congo, Brazzaville, produisent 300 000, 350 000 barils par jour. Donc, je veux dire, nous, il aurait fallu qu'on ait des réserves énormes. Donc ça, ce n'était pas possible. Donc, la géologie a fait que les réserves sont concentrées dans un petit nombre de pays en France, dans le monde, pardon. Le gaz, c'est pareil. Le gaz, vous avez 3 pays, le Qatar, l'Iran et la Russie, qui ont 50% des réserves de gaz. Donc, tout ça a été décidé par la nature, la géologie. Donc ça, on ne pouvait rien faire là-dessus. Mais... à côté de ça, il y avait un certain nombre de choses où on aurait pu se protéger un peu plus en termes de souveraineté. On l'a vu pendant le Covid sur le médicament. On le voit sur la production d'un certain nombre de biens. On le voit par exemple sur le raffinage. C'est-à-dire que là, nous sommes dépendants du pétrole, mais nous sommes dépendants aussi du produit raffiné, du diesel. Parce que nos raffineries ne produisent pas assez de diesel et nous devons l'importer. Avant, on l'importait de Russie, maintenant du Moyen-Orient. Et ça, vous aviez, et vous pouvez regarder les déclarations, un certain nombre de représentants du patronat qui disait pendant très longtemps que les raffineries doivent fermer en France parce que la logique fait que c'est plus simple d'importer d'une raffinerie de Dubaï en Arabie Saoudite ou d'ailleurs parce qu'elles sont plus compétitives. Donc on investissait moins dans nos raffineries, on les laissait fermer et là on se rend bien compte que si nous raffinions notre propre diesel, on aurait probablement un diesel moins cher parce que là le diesel coûte plus cher que l'essence normale avec une fiscalité plus avantageuse. Normalement il est toujours moins cher et là il coûte moins cher à cause du fait que nous l'importons de pays de l'étranger. Pour conclure un peu sur cette discussion, est-ce qu'on se dirige vers une crise économique et si c'est le cas, que doit faire le gouvernement dans un monde idéal? Tout dépend de la durée du conflit, mais effectivement, là, un conflit, on l'avait dit avec Lisa au tout début, c'est-à-dire les gens vous disent que ça va durer quelques semaines. Voilà, on sait toujours. Trump disait c'était une affaire de jours. Et voilà, une affaire de jours. Poutine avait dit la même chose. Bush avait dit la même chose sur l'Irak. Les déclarations, vraiment. L'histoire se répète toujours un peu comme une farce, comme disait Marx. C'est-à-dire, là, vous regardez, Bush avait dit on a bombardé l'Irak comme jamais, ils s'en relèveront jamais, on n'ira pas sur le terrain. Finalement, ça a duré des années. Et là, il a dit la même chose, Trump, sur l'Iran, et ça risque de durer longtemps. Si ça continue comme ça, ça risque d'être effectivement un peu compliqué parce que les réserves, le pétrole va manquer. L'Asie a vraiment des problèmes, pas que de prix, mais de pénurie. À partir du moment où il y a ces problèmes-là, ils vont faire en sorte d'avoir recours aux tankers et le prix va augmenter, ce qui va augmenter l'inflation, y compris chez nous. Et là, ça dépend de la réponse de l'État. Soit l'État, en fait, se dit, bon, là, c'est une crise encore d'ampleur et on y va. On soutient la consommation des ménages, on soutient les industries qui sont impactées. Et donc, on refait des chèques sans avoir peur de son ombre. Et là, on va réussir à soutenir l'activité et on passera cette crise comme on les a toutes passées. Soit le gouvernement a peur de son ombre, ce qui semble être le cas, parce que vous avez Lescure qui dit c'est un choc pétrolier, et puis il revient le lendemain et dit ah non, en fait, c'est pas un choc pétrolier. Voilà. Soit le gouvernement a peur de son ombre, s'il a peur de son ombre, la crise va être prise de plein fouet par les ménages.
60% du pétrole va à la consommation par les ménages et par les entreprises aussi. Et c'est toujours la même chose. C'est les plus pauvres qui sont impactés, les entreprises les plus petites et les plus fragiles qui vont être impactées en premier lieu. Et là, ça risque d'être assez compliqué. Donc ça dépendra de la volonté ou non de l'intervention de l'État. Il va y avoir toute la partie en fait, des économistes libéraux qui vont dire on peut rien faire, parce que pour eux, c'est aussi un peu le moyen de rééquilibrer les comptes, ce qui est l'objectif final de ces gens. Et il va y avoir les autres qui vont dire bon, c'est la 7e puissance mondiale, c'est un événement extraordinaire, une guerre, et donc on a des marges de manœuvre. Et en réalité, on a des marges de manœuvre. Je veux dire, on a énormément de marges de manœuvre. Il n'y a pas de problème de dette aussi important qu'on nous le dit. Donc ça va être un choix qui va être assez clivant et qui va être pour moi un des thèmes les plus importants de la campagne de 2027. Avant qu'on se quitte, à la veille d'une élection présidentielle cruciale et alors que la mainmise de l'extrême droite sur les médias augmente de jour en jour, je vous rappelle que le média est candidat pour obtenir un canal TNT Île-de-France. Pour que ce projet voie le jour, on a plus que jamais besoin de votre aide. C'est grâce au soutien populaire qu'on pourra faire pression sur l'Arcom et arriver à arracher cette fréquence. Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr.